Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. En dépit de l'atroce routine des enfants, des femmes et des civils qui meurent au quotidien en Palestine et au Liban, l'actualité semble s'accélérer au Proche-Orient et autour du Proche-Orient. La Cour pénale internationale a enfin émis un mandat d'arrêt international contre Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, en même temps qu'elle visait son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, et le chef de la branche militaire du Hamas, Mohamed Deif. Puis un accord de cessez-le-feu, dont on ignore la solidité au moment où nous tournons, a été approuvé par Israël et par le Hezbollah. Sur le front libanais, on évoque ces deux sujets, ainsi que le jeu d'acteurs centraux, comme les États-Unis et l'Arabie saoudite, mais également la haine qu'inspire désormais la France à Netanyahou dans cette nouvelle édition du Monde n'a pas de centre. La chronique internationale de Bertrand Badi, politiste et professeur émérite à Sciences Po, auteur du récent L'Art de la paix paru chez Flammarion. Bertrand Badi, que j'ai le bonheur d'accompagner. Aujourd'hui, nous tournons cette émission le 27 novembre 2024. Bonjour Bertrand Badi. Bonjour. Un accord de cessez-le-feu a été accepté par Israël et le Hezbollah pour faire taire les armes au Liban. Comment peut-on analyser son contenu et pourquoi les protagonistes l'ont accepté? Est-il solide? Alors d'abord, il faut prendre en compte le soulagement des populations qui étaient sous les bombes et dans la crainte, non pas quotidienne, mais de minute en minute. Et il suffisait de voir dans les rues de Beyrouth ce matin de mercredi que nous sommes, pour voir à quel point la population se sentait libérée d'une crainte, celle-là même que vous décriviez. Mais hélas, au-delà de cet effet euphorisant, il faut voir la réalité en face. Elle est beaucoup plus complexe. D'abord, il faut partir de l'idée qu'une trêve, ce n'est pas la paix, c'est une suspension de la guerre. Et on a trop tendance, d'un certain point de vue, ça se comprend, de se satisfaire d'un cessez-le-feu sans savoir que le cessez-le-feu appartient encore au vocabulaire de la guerre. Ce n'est pas le passage vers un autre état qui serait celui de la paix véritable que j'ai décrite dans mon dernier livre. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que, curieusement, ce qui s'est passé ces tout derniers jours évoque ce qui s'était passé en 2006 et la fin plus précoce des combats qui avaient alors opposé toujours Israël et le Liban, et par l'intermédiaire notamment du Hezbollah. Cette trêve qui était plus qu'une trêve, qui était véritablement l'idée qu'on arrêtait la guerre, n'a pas eu un devenir tellement encourageant. On a vu que très vite, les résolutions ne se mettaient pas en place et que des tensions venaient à se développer. C'est d'autant plus important et inquiétant que par rapport à 2006, l'État libanais est plus faible, peut-être moins capable de reprendre en charge cette situation qui se voudrait de transition, que l'armée libanaise elle-même est incertaine. Donc il y a là beaucoup de points d'interrogation. Derrière cela, il y a autre chose. Hier, c'était donc mardi, on a entendu le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, tenter de justifier son choix en décrivant un processus de guerre qui n'était pas interrompu. On l'a entendu dire que arrêter les combats pour un délai qui n'est pas clairement encore déterminé, c'était un moyen de pouvoir augmenter la pression sur Gaza et la pression sur l'Iran, c'est-à-dire assez curieux, c'est le feu que celui qui est justifié par le besoin de continuer à frapper, voire frapper plus fort ailleurs. Donc il y a là quelque chose d'inquiétant, et d'autant plus inquiétant, c'est ma dernière réflexion préalable, que lui-même a dit qu'il déciderait souverainement pour savoir si véritablement le cessez-le-feu doit continuer ou pas. C'est-à-dire que le peuple libanais est sous la menace permanente que le gouvernement israélien décide
que ce cessez-le-feu n'est plus acceptable. Et si l'on en croit Benjamin Netanyahu, on n'a pas tous les éléments en main encore. Il y a même une garantie venant des États-Unis qui autoriserait Israël à reprendre les combats si le gouvernement israélien jugeait que sa sécurité était à nouveau menacée. C'est-à-dire n'importe quel acte qui se produirait dans le sud Liban pourrait être interprété comme la cause, le facteur qui devrait conduire à la reprise des hostilités. Autrement dit, c'est un très curieux cessez-le-feu que celui dont la durée est décidée uniquement par l'une des deux parties. Donc, réjouissons-nous parce que chaque minute gagnée, chaque minute de non-bombardement est une consolation pour le peuple libanais, ou en tout cas cette fraction du peuple libanais qui est menacée, et ces fractions sont nombreuses, mais ne nous faisons pas d'illusions, et surtout regardons tout ce qui va accompagner tout cela, c'est-à-dire quel va être le mandat de la FINUL. Est-ce que la FINUL va observer ou va avoir le droit de réagir? Vous savez que les troupes des Nations Unies n'ont pas toujours le droit de réagir. Elles se contentent d'observer ce qui se passe. Deuxièmement, voyons comment les fameux retraits de l'armée israélienne et du Hezbollah, le Hezbollah au-delà du Litani, l'armée israélienne en dehors du Liban, va pouvoir s'effectuer. D'autre part, quelles seront les garanties qu'une soi-disant communauté internationale, je n'aime pas beaucoup employer ce terme, va pouvoir apporter? Quel est le rôle des États-Unis? Quel est le rôle de la France, puisqu'elle est impliquée dans cette affaire? Peut-être d'autres pays. Pour l'instant, on ne sait pas. Il faut regarder sans grande illusion. Restons prudents. Tout est encore incertain et très fragile. Oui, parce qu'il faut voir aussi que la rationalité de Netanyahou. Pourquoi a-t-il accepté ce cessez-le-feu? Il ne l'a pas accepté sous la pression des États-Unis. 13 mois de guerre ont montré que le gouvernement Netanyahou n'était pas du tout sensible aux pressions venant de Joe Biden. Et ceci est d'autant plus vrai et évident au moment où Joe Biden s'apprête à quitter la Maison-Blanche et laisser sa place à Trump, qui est plus favorable, comme chacun le sait, à Israël. Donc, Israël n'a aucune raison d'être intimidé aujourd'hui davantage qu'hier par les pressions américaines. Je dirais que c'est même exactement le contraire. Ce qui l'a conduit, c'est probablement l'idée qu'il ne pourrait pas atteindre la finalité qui semblait avoir choisi, celle d'éradiquer le Hezbollah. Il a bien vu que cette opération, qui a comporté moult assassinats, notamment de Hassan Nasrallah, le chef charismatique du Hezbollah, mais beaucoup de ses lieutenants également, n'a pas permis d'éradiquer un Hezbollah qui continue à tirer des missiles et jusqu'à très loin dans le territoire israélien. Donc il a compris qu'aller plus loin risquait d'être extrêmement coûteux et ne rapporterait rien. Qu'en revanche, un temps de trêve permettrait à l'armée israélienne de se redéployer, de reconstruire sa stratégie et permettrait peut-être, c'est une autre carte qu'il semble jouer, au jeu politique libanais de reprendre le dessus, espérant, du côté de Tel Aviv, que cela vaudrait marginalisation du Hezbollah, ce qui d'ailleurs n'est pas du tout prouvé. Alors évoquons, si vous le voulez bien, désormais la vive réaction de Benyamin Netanyahou qui a voulu que la France soit écartée des négociations et de la surveillance du cessez-le-feu. Alors on a envie de poser une question, pourquoi tant de haine? Parce que vu d'ici, l'exécutif Macron-Barnier est vu comme aligné sur les positions et même sur certains éléments de langage de l'État d'Israël. Oui, alors je crois qu'il ne faut pas surinterpréter cette tension. C'est vrai qu'il y a une tension entre Israël et la France, avec des gestes spectaculaires. Rappelez-vous, ces deux gendarmes français qui ont été jetés à terre par la police israélienne alors qu'ils étaient dans un lieu immunisé, puisque sous protection de la République française. Rappelez-vous ces phrases désagréables que Netanyahou a pu prononcer. Je crois qu'il a utilisé l'adjectif de honteux pour qualifier certains propos d'Emmanuel Macron. Bien, mais vous savez, l'histoire a montré
que Netanyahou est d'une intransigeance extrême. C'est-à-dire, dès que l'on critique Israël, on est au mieux un personnage honteux, mais bien souvent un antisémite. Il me reste encore au travers de la gorge cette phrase qu'il a employée à propos de la Cour internationale de justice et d'ailleurs de la Cour pénale internationale, les traitant d'antisémites, ce qui est absolument non seulement affreux, stupide. Ça me fait penser à Poutine qui traite de nazis les dirigeants ukrainiens, mais il y a pire que ça. Il y a quelque chose de profondément indécent, parce que c'est une injure qui est faite aux vraies victimes de la barbarie antisémite, et je pense que c'est pas très dit. Bref, ceci étant posé, je pense que effectivement, Netanyahou, depuis le 7 octobre, semble éprouver le besoin de montrer qu'il n'a besoin de personne, qu'il n'a à obéir à personne et qu'il n'a à supporter les remarques critiques de personne. Et c'est un effet de démonstration qu'il tient pour stratégique. C'est pas seulement de la rage, de la rogne, c'est beaucoup plus que ça. C'est de dire, mais moi, je fais ce que je veux. Et d'un certain point de vue, même si, bien entendu, Joe Biden n'a pas eu à essuyer ce genre de critique, parce que ce serait quand même un comble, vu que c'est grâce à Biden que Netanyahou peut poursuivre cette guerre, il ne faut quand même pas l'oublier, il a aussi eu cette constante d'expliquer que Washington n'a rien à lui demander. Et donc, c'est un jeu, c'est une mise en scène de sa puissance, c'est une mise en scène de son ignorance de l'autre, en quelque sorte. Est-ce que véritablement ça a été un paramètre de cette négociation ? Sérieusement, je ne le crois pas. Si ça avait été un paramètre sérieux, eh ben, il aurait mis son veto jusqu'au bout du processus. Sur la question de la Cour pénale internationale, Netanyahou est persuadé que le juge français qui s'y trouve n'aurait pas validé le mandat d'arrêt qui le vise sans la bénédiction d'Emmanuel Macron. Or, la France a d'abord tergiversé sur une éventuelle arrestation de Netanyahou s'il venait sur son territoire, puis a évoqué une improbable immunité dont il disposerait. On écoute le communiqué, le contenu du communiqué du Quai d'Orsay. La France respectera ses obligations internationales, étant entendu que le statut de Rome exige une pleine coopération avec la Cour pénale internationale et prévoit également qu'un État ne peut être tenu d'agir d'une manière incompatible avec ses obligations en vertu du droit international en ce qui concerne les immunités des États non partis à la CPI. De telles immunités s'appliquent au Premier ministre Netanyahou et aux autres ministres concernés et devront être prises en considération si la CPI devait nous demander leur arrestation et remise. Conformément à l'amitié historique qui lie la France à Israël, deux démocraties attachées à l'état de droit et au respect d'une justice professionnelle et indépendante, la France entend continuer à travailler en étroite collaboration avec le Premier ministre Netanyahou et les autres autorités israéliennes pour parvenir à la paix et à la sécurité pour tous au Moyen-Orient. Bertrand Badi, qu'est-ce qu'on peut penser de ce communiqué qui pourrait avoir été écrit pour amener Netanyahou à de meilleurs sentiments ? Alors c'est possible, hein, je ne sais pas ce qu'a été la motivation profonde des acteurs et des décideurs politiques français. Dès le départ, la France, contrairement à d'autres pays, je pense à la Belgique, aux Pays-Bas, à l'Espagne, à l'Irlande par exemple, s'est montrée embarrassée face à ce mandat délivré par la Cour pénale internationale. Et donc, dès le début de ce processus, la France cherche une voie moyenne, c'est-à-dire ne pas contredire le droit international. La France est partie prenante, hein, la Convention de Rome qui a créé la Cour pénale internationale. Donc à chaque fois, on dit mais on est très attaché au droit international, à l'institution de la Cour pénale. Mais en même temps, il n'est pas question d'aller jusqu'au bout et de dire si Netanyahou vient en France, il sera en état d'arrestation. Ça, à mon avis, crée un triple problème. Le premier problème, c'est encore une fois le fameux deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que personne en France n'a eu le moindre scrupule lorsqu'un mandat d'arrêt a été, à mon sens, à très juste titre, délivré contre Vladimir Poutine. Personne n'a essayé d'argumenter pour dire « mais s'il vient, on pourra ou on devra le laisser entrer ». Ça, c'est un premier élément qui affaiblit
l'image de la France et notamment cette position d'intermédiaire que d'un certain point de vue elle rêve ou que ses dirigeants rêvent d'avoir. Le deuxième problème, c'est un problème de droit. Alors moi, je ne suis pas juriste, je ne vais pas me lancer dans une démonstration juridique, mais cette notion d'immunité à l'égard d'un responsable politique d'un pays qui n'est pas partie prenante de la Convention me paraît hautement suspect. Lorsque Omar al-Bashir ou Poutine, d'ailleurs, parce que la Russie non plus n'est pas partie prenante, était sous le coup de ce mandat d'arrêt, personne n'a sorti cet argument. Et qu'est-ce que c'est que cet argument d'immunité que l'on oppose à une institution judiciaire internationale dont la principale propriété est justement de se mettre au-dessus de la souveraineté des États. Si la Cour pénale internationale existe, c'est précisément parce que l'on a besoin d'affirmer que dans certaines situations de grande gravité, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, l'argument souverainiste est inacceptable. Donc c'est un contresens, c'est une contradiction. Et puis, le troisième élément que je vois, c'est que décidément, et c'est peut-être ça qui est le plus tragique parce qu'on retrouve l'humanité là à ce niveau, décidément, l'Europe est incapable d'agir face à ce désastre. Elle est divisée, de Orban à M. Sanchez, la différence est énorme. Donc l'Europe, si elle est divisée, elle est impuissante, malgré le courage de Joseph Borrell, qui a souvent été très loin dans la tentative de ranimer une voix européenne dans cette affaire. Et surtout, elle est incapable de se définir par rapport à ce qui est central dans ce conflit, qui est la cause palestinienne. C'est-à-dire que voilà 76 ans que le peuple palestinien souffre de ne pas être reconnu, souffre de ne pas être respecté dans ses droits fondamentaux, notamment celui d'avoir un État et d'avoir une pleine souveraineté. Et on voit des pays européens, dont la France, mais l'Allemagne, c'est un peu la même chose, et on pourrait en citer d'autres, chercher des arguments qui permettraient de contourner la chose. Vous savez, à force de jouer à ce jeu-là, on plonge le peuple palestinien dans le plus complet désespoir. Et quand vous êtes dans le plus complet désespoir, vous êtes capable de faire n'importe quoi. Donc, attention à ne pas encourager cette radicalité que par ailleurs on dénonce. Est-ce que Paris souffle le chaud et le froid pour ne pas être évincé du jeu au Moyen-Orient ? Oh, je crois qu'il fait plus froid que chaud dans la pièce. Il y a peut-être de temps en temps un petit coup d'air chaud, mais il y a surtout du froid. Moi, ce qui me frappe, c'est que, disons, au moins depuis l'agonie des accords d'Oslo, c'est-à-dire un quart de siècle. Nous sommes en 2000, Camp David. Bon. Depuis 25 ans, la France n'a jamais été capable de s'exprimer clairement sur le dossier palestinien. Il faut d'ailleurs s'interroger sur les raisons profondes de ce mélange de silence, c'est sous la table, donc on n'en parle pas, ça c'était en gros de 2000 jusqu'au 7 octobre, n'est-ce pas? Ou alors on en parle mais dans des termes terriblement ambigus. Oui, il faut une solution à deux États, ah mais non, je ne vais pas reconnaître l'État palestinien, ce qui est quand même un peu fort, alors de café ou de Roquefort, je ne sais pas. C'est assez étonnant d'être en même temps défenseur de la solution raisonnable de deux États et en même temps de dire bah oui mais non il y en a un des deux. Je le reconnaîtrai mais le moment venu. Vous vous rendez compte un médecin qui dirait d'un malade je le soignerai mais le moment venu, on est un peu à cette situation-là. Et au-delà des relations franco-israéliennes, peut-on espérer que le cessez-le-feu s'élargisse à Gaza ? Alors, évidemment, ça se dit. Je comprends que l'espoir puisse naître, et notamment chez ceux qui souffrent, celles et ceux qui souffrent, mais je crois qu'il faut dissocier les deux dossiers. C'est-à-dire Gaza et le Liban, c'est tout à fait différent. Gaza, il y avait une véritable volonté d'anéantissement, d'éradication.
d'anéantissement du Hamas, d'éradication du Hamas, et qui, comme l'a dit la Cour internationale de justice, faisait peser un risque génocidaire. On n'est plus seulement au risque, on est aussi dans la réalité. Je veux dire, quand on a officiellement décompté plus de 44 000 morts, qu'il y a parmi ces 44 000 morts quelques 15 à 17 000 enfants, que la plupart des bâtiments au nord, au centre et au sud de la bande de Gaza sont détruits à plus de 50%. C'est-à-dire des personnes, des populations, au moins 1 million d'êtres humains qui n'ont plus de logement. Qui ne savent même pas où aller. Sans compter la famine, sans compter la maladie et tout ça. Alors, face à cela, il faut bien admettre que le jeu en direction du sud de Gaza est différent du jeu en direction du nord. Direction du nord, alors il faut comprendre une chose, qu'en direction du nord, justement, on s'attaquait à un Hezbollah qui n'est pas seulement une organisation militaire. Il y a une branche militaire du Hezbollah, mais il ne faut pas oublier que le Hezbollah, non seulement est un parti politique, Hezb, mais est aussi partie prenante de l'État libanais. C'est une partie de l'État libanais et une partie de la société libanaise. Je ne dis pas que tous les chiites soutiennent, tant s'en faut, le Hezbollah, mais le Hezbollah est quand même l'expression d'une communauté chiite, une expression peut-être partielle, mais réelle. Bon, donc je pense que le calcul de Netanyahou était de dire attention. Là, on touche à l'os, si vous me permettez cette formule, c'est-à-dire on touche déjà à l'État libanais, on ne peut pas aller plus loin. Vis-à-vis de Gaza, il n'y a pas d'os, c'est-à-dire il y a l'idée que de toute manière, on peut aller jusqu'au bout parce qu'il n'y a aucune institution à Gaza capable soit de nous faire peur, soit d'impliquer une certaine modulation de notre action. C'est la raison pour laquelle rien n'indique pour l'instant que ce cessez-le-feu au nord sera suivi d'un cessez-le-feu au sud. Et comme je le disais tout à l'heure, tout au contraire, les propos tenus hier par Netanyahou, mardi, là-bas, étaient pour expliquer que ça permettra d'aller plus loin dans l'offensive à Gaza, dit-il, pour libérer les otages. On sait très bien qu'il n'y a pas de concordance entre une action militaire de cette violence et la libération des otages. On en a eu la preuve, et encore récemment. On peut aussi évoquer les propos de Bezalel Smotrich, le ministre de Finances israélien d'extrême droite. Il a évoqué le projet de diviser la population de Gaza par 2. Écoutons une lecture d'un extrait de ses propos prononcés lors d'un colloque réunissant les colons de Cisjordanie. On peut et on doit conquérir la bande de Gaza. Il ne faut pas avoir peur de ce mot. Il ne fait aucun doute qu'à Gaza, avec l'encouragement d'une émigration volontaire, il existe ici, selon moi, une opportunité unique qui s'ouvre avec la nouvelle administration. On peut créer une situation dans laquelle, d'ici 2 ans, la population de Gaza sera réduite de moitié. Bertrand Badi, ce ministre israélien a-t-il raison de croire à un feu vert probable de Donald Trump pour une accélération de l'épuration ethnique en cours ? Je crois que c'est plus simple que ça. C'est-à-dire que les États-Unis, Trump ou Biden, ou un troisième homme, ou une autre femme, n'ont les moyens aujourd'hui d'arrêter les dirigeants israéliens. Donc la question, c'est pas est-ce que Trump est d'accord ou n'est pas d'accord. Vous savez, c'est très difficile de savoir ce qu'il pense dans la profondeur de sa conscience. Mais c'est que le temps de l'hégémonie américaine est un temps passé, y compris dans les relations entre Washington et ses plus proches alliés. On le voit dans la région, on le voit ailleurs. Les États-Unis ne peuvent plus donner le là, ne peuvent plus donner le ton dans cette affaire. Si véritablement le gouvernement israélien, quel qu'il soit, Smotrich ou Netanyahou ou quelqu'un d'autre, prend la décision d'aller jusqu'au bout d'une logique qui est en fait amorcée, ça ne serait pas non plus un tournant gigantesque en fonction de ce que je viens de dire, les États-Unis n'ont pas d'autre choix que d'avaliser. Et si véritablement ils avaient d'autres choix, cela veut dire interrompre la livraison d'armes. Est-ce qu'ils ont
les moyens de le faire. Même Kamala Harris avait dit qu'elle ne le ferait pas. Donc, il ne faut pas trop compter sur un veto américain. Justement, à propos de Donald Trump, il a bénéficié d'une partie de ce qu'on pourrait appeler le vote musulman aux États-Unis, notamment dans l'État clé du Michigan. Sera-t-il un fauteur de guerre ou un faiseur de paix au Moyen-Orient, mais aussi en Ukraine et ailleurs dans le monde? Est-ce qu'il a seulement un projet diplomatique cohérent? Alors, je ne pense pas qu'il ait un programme précis de politique étrangère. Je ne pense pas qu'il ait dans la tête déjà le film de son second mandat sur le plan diplomatico-stratégique. Cet homme est imprévisible. Mais il faut quand même s'interroger sur des faces de sa politique telle qu'elle s'est exprimée tout au long de la campagne électorale. Cet homme a une certaine défiance à l'égard de la guerre. Ce n'est pas une défiance humaniste, ce n'est pas un philanthrope, ce n'est pas par humanité qu'il n'aime pas la guerre, c'est parce qu'il a la prescience que la guerre ne rapporte plus, qu'il est beaucoup plus économique au sens profond du terme de passer par d'autres voies que celle de la guerre. Il ne faut pas oublier que si la Chine a battu les États-Unis dans la grande bataille de la mondialisation, c'est qu'elle a choisi la voie économique plus que la voie militaire. Et peut-être que ça trotte quelque part dans la tête de cet homme qui est un businessman, il ne faut pas l'oublier. Et il faut prendre en compte cette très curieuse ou apparemment curieuse relation, alliance entre Trump et Elon Musk. C'est-à-dire entre une vision politique illibérale, autoritaire, traditionnaliste, identitaire, voire suprémaciste, et un capitalisme mondialisé et échevelé. Cette alliance, on la trouve aux États-Unis, on la voit aussi percer à travers l'alliance entre Poutine et les milliardaires russes, entre Narendra Modi et les milliardaires indiens, et on pourrait continuer, peut-être même se rapprocher du continent européen, peut-être même de la France, pour voir ce genre d'alliance qui se profile. Et je me demande si cela ne définit pas une nouvelle voie de la droite radicale qui va s'appuyer sur un alliage entre illibéralisme politique, traditionnalisme culturel et capitalisme débridé. Auquel cas, effectivement, les conflits, il va falloir en solder les comptes. D'ailleurs, ça a été sa réaction instinctive. On a dit, je vais arrêter le conflit russo-ukrainien, je vais arrêter le conflit israélo-arabe. Il ne savait pas, ou israélo-palestinien plus exactement, il ne savait pas comment faire. Et bien sûr qu'il ne le fera pas, surtout en 24 heures. Mais je pense que c'est un homme qui ne joue plus comme autrefois de cet accélérateur militaire. D'ailleurs, Trump était pour le désengagement de l'Afghanistan, c'est-à-dire le retrait américain de l'Afghanistan. C'est Biden qui a eu à le gérer, mais il a été décidé par Trump dans la dernière année de son mandat. Et c'est sous Trump que les fameux accords de Doha ont été signés en ce sens. Merci beaucoup Bertrand Badi pour vos précieux éclairages et merci à vous d'avoir regardé cet épisode de Le Monde n'a pas de centre, la chronique internationale de Bertrand Badi sur le média qui a lancé sa campagne de financement de fin d'année pour boucler son budget et financer ses projets. Rendez-vous sur lemediatv.fr/soutien pour devenir sociétaire, abonné aux donateurs du média. Merci d'être fidèle aux médias sur YouTube, sur le canal 165 de la Freebox et aujourd'hui sur Molotov, sur la Freebox et on l'espère demain sur toutes les box, on l'espère. Sur notre site internet aussi, restez connectés aux médias.